minute. On continue avec le home subtil. Apprendre à se relier à cette vibration du silence qui correspond au home subtil et à y dissoudre toutes nos souffrances, toutes nos tensions. Revenir à cette vibration subtile, c'est aussi une manière de lâcher. Quand on a des tensions, on s'exprime avec le son. Même quand on a mal, on crie. Quand on sauve psychiquement, si on est croyant en un Dieu, on prie. Même dans les voies où il n'y a pas de Dieu, comme le jaïnisme et le bouddhisme, ils s'expriment en récitant des sutras, des mantras. Donc sentir ce soulagement du son, parce que ça fait revenir à l'unité immédiatement. Le stress, la peur nous fragmentent, nous coupent en morceaux, nous réduit en miettes. Mais le son nous réunifie immédiatement. Et pour progresser, on ne fait pas simplement la récitation de textes sacrés ou du chant. On pratique directement avec la vibration du son du silence, comme si on faisait le home, mais sauf qu'on ne le fait pas physiquement. Et sentir qu'avec un peu d'habileté méditative, un peu d'habitude, avec un peu d'habitude, habileté, on peut réellement sentir l'unité du corps d'un instant sur l'autre. Et ça, c'est très puissant, très fondamental comme méditation.
Alors donc, sur le sujet méditation et psychologie, je vous fais un cadeau surprise. On va travailler faire une vraie méditation qui est proche du Vipassana, mais quand même avec une orientation d'une nouvelle thérapie qui s'appelle le brain spotting. Alors, dans les nouvelles thérapies, il y en a qui ne sont pas très sérieuses ou qui n'apportent pas grand-chose de nouveau. Mais ce brain spotting, donc j'ai fait 3 jours, je viens de faire 3 jours à Paris avec 25 personnes et c'est une thérapie sérieuse. Et pour vous dire, dans les 25 personnes, donc c'était tous des thérapeutes, psychothérapeutes, psychologues, psychiatres. Et il y avait un professeur de psychiatrie spécialiste du trauma à Tours. Donc, on a déjeuné ensemble avec son assistante qui est une neuropsychiatre. Et donc, c'est des gens qui connaissent bien leur sujet. Et donc, s'ils ont consacré 3 jours, ils ont pris un hôtel à Paris pour rester à Paris et faire cette formation, c'est qu'ils pensent que c'est du sérieux, ils le savent. Hein. Donc, c'est une thérapie qui a un petit peu à voir avec l'EMDR, mais qui est quand même assez différente. Et je vois des tas de liens avec la méditation et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui où le sujet est méditation et psychologie. Donc, vous avez en quelque sorte une primeur parce que je n'ai jamais fait faire ça en stage. Donc, je suis content que ce soit enregistré aussi. Et puis, ça va évoluer. Hein. Là, j'ai travaillé pendant 3 jours. J'ai un peu retravaillé ce matin dans ma méditation. Il y a des liens évidents avec la méditation, mais il faut les repérer quand même. Et donc, on va travailler là-dessus. Donc, au début, on va commencer par prendre un peu son temps pour faire les liens entre les sensations du corps et les sensations du visage. Et après, vous verrez qu'il y a un lien fort avec la technique du brain spotting. Donc, to spot, ça veut dire localiser. Et puis, brain dans le cerveau. Hein, et au fait, on va le faire. Le cerveau, c'est une notion un peu vague, surtout quand il s'agit de le sentir. Hein, qu'est-ce qu'on sent dans le cerveau? Au fait, physiologiquement, on ne peut pas sentir son cerveau, mais par contre, on peut sentir le corps, on peut sentir le visage. Et bien sûr, c'est là-dessus qu'on va travailler. Donc là, on va commencer par une méditation qu'on a déjà faite, mais en fait, pas souvent. Je la trouve très intéressante, très importante. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas si facile. Je pense que d'autres qui ont un peu plus l'habitude de Vipassana peuvent rentrer dedans. En tous les cas, on va s'y mettre hein, un peu rapidement, mais notez le travail et refaites-le chez vous ensuite tranquillement. Et puis après, on va aller vers le lien avec la technique du brain spotting. Donc, l'idée, c'est de prendre un segment de membre ou un membre entier. Donc là, on va faire un peu rapidement. Et on va prendre par exemple toute la jambe droite. Vous laissez remonter une sensation dans la jambe droite. Donc, on ne la choisit pas, c'est celle qui remonte spontanément. Alors, évidemment, il y a des sensations qui viennent du contact, peut-être une petite préférence technique pour les sensations qui viennent directement de l'intérieur. Mais on pourrait aussi travailler avec des sensations de contact, ce serait intéressant. Par exemple, je prends une sensation de tension dans le mollet, par exemple. Donc à droite. Et ensuite, je sens mon visage et tout en ayant un œil sur cette sensation de tension dans le mollet, j'essaie de repérer ce qui s'éveille dans le visage, voire même de façon un peu plus large dans la tête. Et donc, il y a en général une règle, ce qui est en bas est en bas, ce qui est à droite est à droite. Voilà, mais comme toutes les règles, il peut y avoir des exceptions. Et pour trouver le lien, on pourrait dire la projection d'une zone précise du corps sur le visage. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs allers-retours. Au début, c'est flou. Puis en faisant des allers-retours, ça se concrétise. Hein. On sent bien très clairement
cette zone. Donc, une fois que vous l'avez trouvée, ben, vous la maintenez. Là, donc, au début, c'est juste l'observation, puis ensuite, il y a un peu de concentration. Vous ne la lâchez pas et vous voyez comment est-ce que ça répond sur le visage. En général, il y a une réponse principale. Il peut y avoir des réponses secondaires aussi. Et il y a des liens avec la structure corporelle. Par exemple, bon, je vous donne une solution qui n'est pas la seule. Hein. Si vous en avez une autre, vous suivez la vôtre. Mais c'est juste pour vous dire comment ça marche. Hein, je sens la masse de mon mollet et au niveau donc, de la jambe en dessous du genou, il y a le tibia qui est une arête osseuse et il y a le mollet qui est du muscle. Et donc, ça peut expliquer pourquoi en même temps, enfin c'est mon cas personnel, mais vous essayez de suivre ce qui vient avec vous, je sens les masséters, les muscles autour de la mandibule. L'os, c'est l'os maxillaire, hein, qu'on appelle aussi mandibule. Il y a un gros muscle par-dessous, c'est le masséter. Et donc, c'est comme s'il y avait une transposition, sauf que la position n'est peut-être pas exactement la même, la direction, mais finalement, il faut, quand on est assis, jambes croisées, hein, le tibia part vers l'extérieur alors que le maxillaire part vers l'avant. Mais quand vous faites la transposition, vous retrouvez la structure, un os un peu fort, et puis juste à côté, la masse, donc soit du mollet, soit du masséter. Et donc, quand il y a une sensation qui s'éveille dans le mollet, au niveau du visage, la correspondance, c'est qu'il y a une sensation qui s'éveillera au niveau du masséter. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Vous sentez bien le mollet, puis tout d'un coup, vous allez vers le visage. Et là, c'est comme un champ qui est vierge et vous observez la première zone qui vient. Et en général, la première zone qui vient sera une projection, voire la projection de la sensation que vous avez dans un membre du corps. Et vous êtes attentif à l'analogie de structure. C'est ce que j'appelle des isomorphies, des formes analogues qui se répandent d'une zone du corps à l'autre. Ça, c'est très important pour s'y repérer et c'est très important pour comprendre l'efficacité du brain spotting. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours jusqu'au moment où les deux sensations se superposent. Vous sentez en même temps le mollet et en même temps une zone du visage ou de la tête. Au début, c'est un peu flou, puis après, vous apercevez que c'est principalement une zone précise du visage ou de la tête qui répond à cette zone précise de la jambe en dessous du genou. En l'occurrence, donc, on s'était fixé sur le mollet. Vous vérifiez bien que vous êtes tout le temps en train de le sentir. Maintenant, vous laissez remonter les sensations qui viennent de la jambe gauche et vous en prenez une différente de la jambe droite. Par exemple, vous sentez le pli du genou. L'intérieur du pli du genou. Et l'association qui me vient, et là encore, ce n'est pas la seule possible,
c'est le frein de la langue. Et alors, on peut quand même chercher à comprendre. Hein, il y a deux grosses masses de muscles. Hein, il y a le muscle de la langue au-dessus, et en dessous des deux côtés, ben, il y a le plancher de la bouche et puis les masséters. Et donc, le pli du genou, c'est aussi la rencontre de deux grosses masses de muscles, hein, les muscles postérieurs de la cuisse et les muscles des mollets. Donc, ça explique pourquoi il y a un lien entre les deux. Mais de toute façon, n'hésitez pas à chercher vos propres liens et à comprendre les raisons anatomiques au niveau du corps vécu entre ces liens. C'est comme ici les zones du corps qui ont la même forme, la même structure, os, muscles, etc., étaient traitées quelque part dans des couloirs, dans les mêmes couloirs au niveau du cerveau, avant d'aller être interprétées par le cortex. Ça marche pour les autres parties du corps aussi. Par exemple, le genou, comme il est plié, jambes croisées, peut évoquer le pli fessier. Le pli du genou évoque le pli fessier. Les noms mêmes s'évoquent. Et au niveau du pli fessier, ben, il y a les deux grosses masses des fessiers, comme il y a les grosses masses de l'arrière de la cuisse et de l'arrière du tibia, c'est-à-dire le mollet, le haut du mollet, au niveau du pli du genou. Et on peut trouver un lien aussi entre le pli du fessier et le frein de la langue. C'est des structures qui ont une ressemblance. C'est au niveau du corps vécu, même si au niveau du corps anatomique, il y a des tailles différentes, des orientations différentes. Mais au niveau du vécu, il y a des choses qui se ressemblent, une analogie de structure. Et donc, quand on les repère, on fait du bon vipassana, c'est-à-dire vision détaillée. Bien sûr, c'est le corps vécu. Le corps vécu est fondé sur le corps anatomique, mais il a des libertés que le corps anatomique n'a pas. Maintenant, on sent le ventre et le bassin. Donc, en général, la différence au bas est respectée dans la projection du visage. Par exemple, le périnée, qui est juste en dessous de la symphyse, en dessous et un peu en arrière de la symphyse du pubis, correspondra à la base de la bouche, l'avant de la base de la bouche, un peu en dessous et en arrière, la symphyse du menton. Et bien sûr, la symphyse du menton correspondra à la symphyse du pubis. Et si vous décidez de faire monter l'énergie de la symphyse du pubis au hara, par exemple, ça correspondra, comme je sens, à la montée de la symphyse du menton jusqu'au milieu du nez, par exemple. Ou peut-être même à ce point très important pour la concentration et l'observation du souffle, c'est-à-dire le point au milieu de la petite rigole au-dessus de la lèvre supérieure. Par exemple, une fois, vous faites monter sur l'inspire l'énergie, la symphyse du pubis au niveau du hara, c'est le début de le premier pas de la sublimation de la force sexuelle, la force vitale. Et puis, sur le cycle suivant, vous faites monter la symphyse du menton jusqu'au Vajradhanta, le point de foudre, alternatif,
On pourrait dire le Vajradhanta 1, c'est au milieu de la base du septum nasal. Et le Vajradhanta 2, la dent de foudre 2, c'est au-dessus de la lèvre supérieure, au milieu, dans la petite rigole, entre lèvre supérieure et basse du nez. Donc là, on visualise la dent de foudre 2. Et vous sentez l'analogie de structure. Et le secret pour trouver pour vous-même ces analogies de structure, c'est de lancer une sensation bien précise dans la zone du corps et ensuite écouter le visage. La projection se clarifie des fois immédiatement. Des fois, il faut plusieurs cycles respiratoires pour la trouver. Donc, on peut faire ça avec le thorax, mais comme on a moins de temps, donc vous le ferez par vous-même. Mais on prend dans l'abdomen et le bassin une zone qui est plus tendue, qui souffre un peu, qui pose problème. Ça peut être un petit peu de mal de dos, un nœud dans le ventre, une tension autour du nombril ou une peur autour du nombril. Ça vous donne la localisation corporelle. Ensuite, vous remontez à la localisation au niveau du visage, comme on a fait. Donc, si je sens un nœud, par exemple, à mi-chemin entre le hara et la hanche, le hara, je vous ai dit, ça correspondait à peu près au point au-dessus de la lèvre supérieure. La hanche, on pourrait dire, c'est l'articulation en bas sur le côté, donc ça peut correspondre à l'articulation temporo-maxillaire. Et donc, vous sentez à mi-chemin entre les deux. Ce sera sur le bord de la langue, à la moitié de la langue et à la moitié du maxillaire à peu près. Vous pouvez trouver par vous-même en faisant plusieurs allers-retours. Vous êtes concentré sur le point que vous voulez travailler, corporel. Donc, on a dit là pour fixer, pour donner un exemple, le milieu entre le pubis et puis la hanche. Et voyez ce que ça donne au niveau du visage et de la tête. Et maintenant, et c'est là que la méthode devient très astucieuse, vous ouvrez les yeux et puis vous voyez le scénario devant vous avec par exemple, l'ordinateur, puis les choses derrière l'ordinateur, sur les côtés de l'ordinateur. Vous le voyez comme une sorte d'écran plat et vous projetez votre sensation du visage et de la tête sur cet écran plat. Et un peu comme une ombre. C'est comme s'il y avait une source lumineuse derrière le visage, derrière la tête, et puis que votre sensation, votre point de sensation soit un obstacle, un objet qui fait obstacle. Hein, et donc, ça fait une ombre donc, qui est projetée sur l'écran. Et donc, par exemple, le milieu de la mâchoire un peu à l'intérieur, bon, la mâchoire est sur le côté. Donc, dans ce que vous voyez devant vous, vous avez un axe central et c'est en bas. Donc, en bas de l'axe central, un peu sur le côté, vous avez votre point. Alors, c'est à vous de savoir dans la configuration de votre chambre ce que ça donne. Vous regardez, par exemple, au-dessus de l'écran pour avoir le scénario. Et donc, sur ce cadre qui est créé, en bas à gauche, pas très loin de l'axe central, il y aura votre point. Et donc,
Et mon hypothèse, c'est que le point qu'on trouve comme ça correspond au brain spot. Et donc, voilà. Alors là, donc, je vous ai donné déjà une méthode qui va un petit peu au-delà du brain spot, mais vous pouvez faire aussi la pratique classique du brain spot, c'est-à-dire vous sentez le point problématique dans le corps, donc à mi-chemin entre le pubis et la hanche, pour garder le même exemple. Et puis, en sentant bien ce point, vous balayez de haut à gauche lentement. Hein. L'important, c'est d'aller lentement. Votre tête reste vers l'avant, elle ne bouge pas, mais par contre, les yeux bougent beaucoup. Et vous sentez que, tout en percevant le point à l'intérieur, qu'il y a dans votre regard un endroit où ça bloque un petit peu, ça réagit. Et donc, ça, c'est l'hypothèse que je fais. L'endroit réagira particulièrement quand vous serez dans la direction de la localisation corporelle, c'est-à-dire un peu à gauche de l'axe central. Et ensuite, quand vous avez trouvé la localisation sur l'horizontale, vous faites la localisation sur la verticale, c'est-à-dire vous tracez une verticale qui passe par ce point un peu à gauche du milieu de l'horizontale, donc. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle l'axe Y, l'axe horizontal c'est X, l'axe vertical c'est Y. Et là, vous montez, vous descendez. Et de nouveau, mon hypothèse, c'est que le point qui réagira le plus sera le point en bas de l'horizontale et pas en haut, puisque vous sentez ce point qui est en bas de l'abdomen et pas en haut. Donc, mais n'hésitez pas à le faire par vous-même, et ça demande un peu d'entraînement. Et ça demande d'aller lentement, de bien sentir. Et vous trouverez peut-être des localisations complètement différentes. Donc, n'hésitez pas à suivre ces localisations. Du moment que vous sentez bien le point qui pose problème, donc vous le projetez sur l'écran. Quand je dis écran, c'est ce que vous voyez devant vous, tout simplement. Donc maintenant, c'est comme si vous aviez trois yeux. Le premier œil part de la localisation corporelle. Le second œil va vers le spot, la localisation externe sur l'écran. Et puis le troisième œil va vers la localisation du visage. Et quand ça marche bien, donc vous sentez en même temps facilement ces trois localisations parce qu'elles se correspondent. On a fait en sorte qu'elles se correspondent. Et alors maintenant, c'est là que David Grant, qui a trouvé le brain spot, a du génie. On se centre sur le point extérieur parce que c'est plus facile. On le regarde avec le regard donc, qui est un peu dévié vers le bas, vers la gauche. Et puis, on laisse la respiration libre. Et là, il y a un phénomène très simple qui se passe. Quand on laisse la respiration libre, mais quand même qu'on est concentré au niveau du regard, notre corps, notre esprit distrait, notre enfant intérieur, notre gamin intérieur, il n'aime pas être prisonnier de quelque chose. Il aime bouger. Or là, on l'oblige à ne pas bouger. Et donc, il commence par s'agiter en disant quoi? On me ligote, on me saucissonne, j'aime pas ça, moi je suis libre, je vais me plaindre à la direction, etc. Et donc, on commence à s'agiter. Et cette agitation est très intéressante parce que ça nous fait venir des tas de souvenirs où on a été contraint, stressé, humilié, bloqué, limité, prisonnier, névrosé, psychotique. Enfin, tout ça remonte en même temps à partir de ce point. Mais comme c'est un point précis, ce sera quand même une gamme de problèmes précis qui remonteront. Et c'est là qu'il faut être à la fois bien détendu et bien concentré. Plus on est détendu, plus il y a d'images et d'associations qui viennent, et c'est ce qu'on recherche. Et plus on est concentré, plus ça chauffe, hein, parce que c'est comme si quelqu'un nous ligotait de très fort ou nous serrait dans ses bras très fort pour nous empêcher de bouger. Et nous, on se débat de plus en plus en disant, espèce d'idiot, tu vas voir, je vais pouvoir me libérer.
Donc, on joue comme un enfant, deux enfants, il y en a un qui empêche l'autre de bouger, puis l'autre se débat très fort et finalement réussit à se libérer. Et au fait, c'est des souvenirs problématiques ou traumatiques, hein, pas les grands traumas, hein, d'un accident de voiture, mais les petits traumas, une petite frustration, quelqu'un qui vous a vexé, on avait envie de lui donner un coup, etc. Tout ça, ça remonte à travers ce point. Et donc, il y a deux manières de faire. On peut partir du point physique pur et simple. On sent que c'est un point qui est tendu, donc on voit à quelle problématique psychique ça correspond, quelles images reviennent. Ou alors on peut partir d'une problématique psychique, et ça c'est plutôt le côté brain spotting classique, parce que c'est une psychothérapie, et on voit que ça correspond à ce point. Hein. Par exemple, on est parti de la problématique « j'ai pas assez confiance en moi ». Et on s'est aperçu que ce point dans le bas-ventre était tendu. Hein, effectivement, on dit avoir la peur au ventre. Donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une réaction dans le bas-ventre quand on travaille sur la peur, le manque de confiance en soi. Et puis après, donc, on fait le travail. Hein, on remonte au visage et à la tête, ou alors on projette directement sur l'écran. Et alors, dans le brain spotting technique, donc, on cède une sorte d'antenne de télévision et on regarde le bout de l'antenne et le thérapeute fait passer l'antenne d'abord horizontalement et on voit qu'il y a un point qui réagit un peu à gauche du point médian. Et puis ensuite, à partir de ce point qui a réagi, il fait la verticale. Et là, on s'aperçoit que c'est plutôt en bas puisqu'on sent le point entre le pubis et la hanche. Et comme ça, on a un point qui est en diagonale, donc du point central en bas à gauche. Donc, on le projette quand on a les yeux ouverts sur ce qu'on voit en face de nous, tout simplement. Et une fois qu'on a fixé ce point, on ne le lâche plus et on laisse la respiration s'activer, toutes les émotions s'activer. Et là, il faut être persévérant. Hein. Donc, David Grant, j'ai vu des vidéos de lui. Il est très bienveillant, mais en même temps, il est ferme et il dit « wait, wait, wait ». Hein, c'est sa phrase principale. Et laissez venir ce qui vient et surtout durer. Ne lâchez pas le point. Et c'est là qu'il y a le travail de psychothérapie et de méditation, parce que c'est comme si on faisait une fente, un trou dans la carapace des traumas et que le contenu du trauma se vide. Alors, trauma, donc ne prenez pas ça de nouveau comme le grand trauma, le viol, etc., même si on travaille de la même façon avec les viols, mais on prend ça, les choses qui nous ont frustrés, avec lesquelles on n'était pas content, c'est un micro-trauma. Et même un désir trop intense, un désir violent, on peut considérer que c'est un micro-trauma parce que ça dérange notre système, ça le perturbe. Et donc, il y a une loi très simple de physiologie. On ne peut pas être activé, excité tout le temps. On fatigue, surtout quand on est centré sur un point. Et donc, la respiration, après s'être accélérée, devenue perturbée, et bien, de nouveau, elle se calme. Et les images mentales aussi, les sensations dans le corps se calment. Donc, bien sentir cette vague qui monte et qui descend. Et quand on se calme, eh bien, on sent que plein de choses qui sont remontées, par exemple, cette sensation d'oppression autour du point, ça vous fait remonter une image quand vous aviez 12 ans sur la cour de récréation. Un autre élève vous a sauté dessus, vous avez mis par terre, et là, vous avez senti une oppression très désagréable. Donc, ça remonte. Mais donc, vous avez bien pressé le citron, si je puis dire, c'est-à-dire vous avez tenu suffisamment longtemps l'activation, 1 minute, 2 minutes, pour vous donner une idée. Et puis après, spontanément, le corps en a assez d'être activé, de respirer de façon perturbée, donc il se calme. Et vous suivez ce calme et vous sentez qu'en même temps qu'il y a ce calme, il y a le traumatisme qui était encapsulé, enfermé dans une petite capsule qui se vide et qui se libère. Hein, c'est vraiment comme quand on fait ouf, quand on soupire pour se soulager. Mais ça, on répète, là, maintenant, on répète les soupirs pour que ça descende pendant 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Hein, plus on prend son temps, mieux ça marche. Évidemment, il faut avoir le temps.
là, donc, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on va passer maintenant à l'interview. Mais je pense qu'on a donné suffisamment d'explications. Bien sûr, c'est enregistré, donc je vais le mettre en ligne dès ce soir. Donc, n'hésitez pas à reprendre ça et à travailler, mais vous avez là toute la méthode de base. Alors après, l'idée, donc, c'est de refaire plusieurs cycles. Le cycle d'activation, c'est une stimulation sympathique. Le cycle d'apaisement, c'est une stimulation parasympathique. Et mon hypothèse, c'est que quand on fait succéder ces cycles, on a une co-stimulation finalement sympathique et parasympathique sur le même sujet, sur le même point, c'est-à-dire sur le même sujet un peu traumatisant. Et à ce moment-là, quand on rentre en co-stimulation des deux systèmes, on rentre en méditation profonde. Et quand on est en méditation profonde, on a à la fois l'intensité et la relaxation et on résout très facilement les nœuds du psychisme, les traumatismes. Et donc, voilà. Mais donc, donc en Vipassana, hein, ils ont cette méthode, elle est moins connue que le balayage du corps. C'est enfin dans la méthode de Goenka, qui est celle que je connais le mieux. Donc, on vous conseille de vous fixer sur un point du corps et de ne pas le lâcher. Et régulièrement, ce qui vient, c'est comme avec les brain spots, hein, les localisations cérébrales, c'est-à-dire qu'au début, on s'énerve d'être limité à un point, donc notre respiration s'accélère, et puis il y a plein d'émotions qui remontent, et puis au bout d'un certain temps, ça se calme et les émotions s'apaisent. Et là, ça fait un coup de psychothérapie. Hein, c'est comme si on crevait un abcès. Mais il y a des abcès qui sont résistants, donc il faut crever plusieurs fois parce que ça bloque la sortie du pus. Et donc, il ne faut pas hésiter à creuser plusieurs fois. Et c'est ça l'intérêt aussi du travail de Grant ou du Vipassana fait à fond. Alors, une dernière remarque hein, pour comprendre comment ça marche. Pourquoi on travaille sur des points qu'on regarde devant nous? Parce que ça se projette naturellement sur le visage. Et le visage, c'est notre identité. Et donc, une photo d'identité, c'est une photo du visage. Et quand on est en rêve ou en rêve éveillé, si on a une scène de rêve, toutes les scènes qui seront proches de nous, ou alors on se sentira nous-mêmes dans la scène de rêve, ça correspondra à des sensations du visage. Et plus les scènes seront loin de nous dans la scène de rêve, plus les sensations au niveau corporel seront loin de nous dans le corps, c'est-à-dire sur les épaules, le thorax, l'abdomen, puis finalement les genoux, les pieds, les mains. Et donc, ça, c'est une loi fondamentale. J'ai mis longtemps à la trouver, mais une fois qu'on l'a trouvée, il faut vraiment l'appliquer. Et ça permet de passer très facilement des sensations spontanées dans le corps aux images spontanées dans le mental. Et à ce moment-là, on fait un travail à la fois sur les sensations, qui est le travail principal, et ça, on le dit en Vipassana, et David Grand insiste là-dessus, mais quand même aussi sur les visages, sur les images, et puis il y a des paroles qui peuvent venir aussi, qui ont leur importance. Voilà, donc voilà, alors je propose quand même qu'on laisse la place pour 3-4 questions. Je vais y répondre rapidement sur cette technique qui est un peu nouvelle. Et puis après, on a le temps, hein, on passera au dialogue, enfin à l'interview. Bon, ben, ça ne vient pas spontanément, pas de problème. Hein, n'hésitez pas à les reposer la fois suivante et essayez de pratiquer. C'est en pratiquant que les questions viennent. Là, vous avez toute la méthode, enfin, ou une bonne partie de la méthode, l'essentiel de la méthode, je dirais. Après, il y a pas mal de méthodes secondaires et de choses secondaires à comprendre. Et donc, on arrête donc là cette partie et puis on passe directement à l'interview. Oui, donc probablement on refera cette même méditation la fois prochaine parce qu'elle n'est pas assez, disons, facile à comprendre. Elle est nouvelle. Oui, c'est ça, on la reprendra la semaine prochaine. Et puis moi-même, j'aurai pratiqué plus. Et donc, Moi, je suis c'est-à-dire en le train de rapport pratiquer. corps-visage, je le pratique depuis très longtemps.
Et je trouve que c'est une variante de Vipassana qui est très intéressante, mais se concentrer sur des points. Je sentais qu'il y avait une possibilité, mais avec le brain spotting, là, ça devient officiel. Et donc, l'important, c'est de faire le lien avec le Vipassana et la méditation en général. C'est-à-dire Et à partir de là, on peut faire un travail très intéressant. On risque de s'égarer. On n'est pas très habitué dans une méditation d'ouvrir les yeux et de regarder. Là, on sent qu'on perd le fil. Oui, oui. Hein, c'est vraiment avoir un œil sur l'extérieur et un œil sur l'intérieur. C'est ce qu'on appelle aussi Shambhavi Mudra dans le Shivaïsme du Cachemire, c'est-à-dire le geste sous-entendu des yeux, Bhavi de l'être ou de celle qui a l'être, puisqu'on parle de la déesse, Sham égale. C'est-à-dire on a les yeux ouverts, c'est tout. On médite les yeux ouverts et quand on médite les yeux ouverts, on voit d'une façon égale l'extérieur et l'intérieur. Ça veut dire qu'on n'a pas peur de l'extérieur. Et ça, c'est très puissant, à la fois au point de vue thérapeutique et au point de vue mystique. On n'a pas peur de l'extérieur parce qu'on a les yeux ouverts. Si on n'a pas l'habitude de méditer les yeux ouverts, bah, vraiment, ça va prendre du temps pour s'y habituer, à mon avis, non? Ben oui, mais c'est un bon entraînement. Hein, voilà, parce que c'est un entraînement de non-peur. D'une part, on n'a pas peur de méditer les yeux ouverts et d'autre part, on n'a pas peur de regarder un point problématique pendant longtemps. Hein, voilà, on ne baisse pas les yeux, comme on dit. Et du coup, ça développe une force de non-peur et on dépasse nos résistances psychologiques parce qu'une critique que font les psychologues aux méditants, ils disent, ben, vous vous mettez dans des états agréables, du coup, vous contournez vos résistances psychologiques qui sont désagréables. Et les bons enseignants de méditation, ils avertissent de ça aussi. Il y avait un maître tibétain qui disait, si votre méditation est tout le temps agréable, c'est que là, il y a un problème avec votre pratique. Ah bon? Oui. Ben oui, c'est comme un rabot. Un rabot, il faut que ça se soit freiné par une bosse du bois pour qu'il puisse raboter. Hein, le rabot n'est pas freiné, c'est qu'il n'y a rien à raboter. Et au fait, on ne fait pas de travail, quoi. C'est qu'en méditation, Jacques, la plupart des fois, ce n'est pas uniquement un problème, mais cette phase où on passe un palier où il n'y a pas, on sent que, c'est-à-dire on reste sur le même point, on n'avance pas, on ne recule pas, mais c'est un palier qui, comme le palier quand, par exemple, l'eau qui arrive à 100 degrés, il y a un palier mais qui est un palier long, assez long. Et oui, là, oui, il n'y a pas de changement. oui. Et là, on s'inquiète. On sent que. Et c'est la plupart des fois que les gens arrêtent de méditer quand ils arrivent à ce palier où ils s'ennuient en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, avec cette recherche des points qui correspondent à une problématique, là, on ne s'ennuie pas parce qu'il y en a toujours à trouver, mais ce n'est pas non plus une œuvre indéfinie, c'est vraiment un travail à faire. Et donc, c'est tout à fait compatible avec la méditation. Mais l'avantage du brain spotting, c'est qu'ils ont bien systématisé et ils ont quand même formé 15 000 thérapeutes avec cette méthode dans le monde. Donc, ça a du succès. Et ce n'est pas pour rien, le succès en psychothérapie, ben, on aime les choses qui marchent. Hein. Et donc, s'il y a ce professeur de psychiatrie spécialiste d'un centre de trauma psychique et professeur au CHU de Tours, donc professeur en chef de la psychiatrie donc pour toute la région de Tours sur les bords de la Loire, s'il s'est déplacé, il a pris 3 jours de ses horaires surchargés et un hôtel à Paris pour faire ce séminaire, c'est qu'il sait que voilà, il a lu et il sait que c'est vraiment important comme méthode. Surtout pour sa spécialisation du psychotrauma. À mon avis, c'est quelque chose un peu nouveau. Vraiment, il faut le faire reprendre, à plusieurs reprises pour saisir déjà l'astuce ou la technique. Toucher du doigt ce que ça peut être. Technique. On n'y est pas habitué à ce genre de méditation. Donc, voilà. il faut s'y entraîner. Louis, c'est en arrêt sur image. C'est les coupures d'Internet avec le Liban, mais ça peut arriver en France aussi. Ah, tu m'écoutes? Voilà. Tu m'entends? Oui, c'est bon. OK, on commence donc notre nouveau débat. Ça sera le deuxième sur ce livre, donc Méditation et psychologie, qui est sorti en format poche avec un autre titre, Soigner son âme, n'est-ce pas? Oui.
Alors, il y a beaucoup de questions à poser. Même, il y a des gens qui m'ont posé des questions suscitées à partir de tes réponses qu'on a autrefois discutées. Il y a beaucoup de choses qu'on a discutées qui étaient aussi importantes. J'espère qu'on pourra tout aborder aujourd'hui. Tu dis à la page 12, Jacques, le mental est un pendule qui oscille indéfiniment dans un espace à 3 dimensions. Tu parles de 3 dimensions. 1, la peur. 2, la colère. 3, le désir. Oui. Et tu continues en disant, la méditation apporte une 4e dimension qui n'est pas le temps et que nous pourrions appeler tout simplement la dimension méditative. Donc, c'est un texte assez important, moi, et qui suscite beaucoup de questions. La première, pourquoi réduire les émotions négatives à ces 3? Parce qu'il y a aussi aversion, attachement, etc. Il y a beaucoup d'autres émotions négatives. Pourquoi tu les as déjà réduits à 3 uniquement? Je pense à la tradition hindoue qui aime bien parler de Kama, Krodha, Lobha. Ça fait un mot en sanskrit. Kama, le désir intense, qui n'est pas simplement sexuel, qui peut être alimentaire aussi. Quand on n'a pas mangé depuis 3 jours, on a un désir intense pour la nourriture. Et puis Krodha, la colère. Krodha, et Lobha, l'avidité. Krodha, C-R-O, comment ça s'écrit? K-R-O-D-H-A, la colère. OK. Et Lobha, L-O-B-H-A, l'avidité. Donc, ça sonne bien en sanskrit. Kama, Krodha, Lobha. Avidité. Oui. Donc, il pourrait y avoir d'autres séries, hein, mais c'est pour toi, donner une idée. Mais toi, tu ne parles pas d'avidité, là. Tu parles peur, colère et désir. Mais désir, c'est avidité, hein, ça revient au même. Donc, Kama, c'est désir. Oui, Kama, c'est désir, oui. Enfin, Kama, c'est désir, avidité. Krodha, c'est colère. Mais c'est intense. Kama, c'est un désir intense. D'accord. Mais il n'y a pas la peur dans ces 3 que toi, tu as choisi. Toi, tu dis, tu dis 3 dimensions, la peur, la colère et le désir. Oui, c'est ça. Mais donc, la peur est incluse dans le désir parce que quand on désire beaucoup quelque chose, automatiquement, on a peur d'en manquer. Donc, c'est comme les 2 faces de la médaille, on peut la mettre derrière. Donc, la peur est essentiellement cette peur de perdre l'objet de désir. C'est ça. Alors aussi, on peut faire une classification encore plus simple. On peut voir un pendule à 2 dimensions dans un plan d'oscillation. Et un côté, c'est l'avidité et l'autre, l'aversion. Ouais, c'est, disons, la théorie bouddhiste classique. Et même dans les Yoga Sutras, il parle de Raga Dvesha, hein, comme un grand obstacle au calme du mental. Raga, c'est l'avidité et Dvesha, c'est l'aversion. Avidité, aversion. Oui, Raga Dvesha pour Patanjali. OK. Donc, le désir, Kama, est-ce le désir sexuel que tu désignes ou pas forcément? Je t'ai dit, c'est tous les désirs intenses. Ça peut être un désir alimentaire, ça peut être un désir de connaître intense, mais bon, c'est déjà plus évolué, un désir de connaître. Mais par exemple, une curiosité intense, ça peut nous perturber. Et donc, du moment que c'est intense, c'est perturbateur. Et donc, il faut savoir se débrouiller avec ça. La dimension méditative dont tu parles. Alors, pour parler de Kama, Krodha, Lobha, il y a un verset de la Bhagavad Gita qui est important. Ils disent que Kama, Krodha, Lobha sont les 3 portes de l'enfer. Elles détruisent le soi. C'est pourquoi détache-toi, détache-toi, détache-toi. Et c'est toujours là, le désir. Il faut toujours, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il faut faire avec le désir? L'effacer, l'annuler ou le frustrer? Parce que normalement, les gens, ils vivent avec, il y a même le désir de vie, il y a le désir même en spiritualité d'évoluer. C'est pour ça que je préfère traduire Kama par avidité, parce que désir, les gens disent, mais oui, c'est le désir qui nous fait fonctionner, et c'est pas... on n'est pas motivé, on n'a pas de désir. Oui, c'est
Donc, il faut ne pas avoir d'avidité. Après, il peut y avoir des désirs de progresser spirituellement, désir de devenir une meilleure personne, ça c'est bon. Hein, mais l'avidité, si j'ai pas mon gâteau, je suis prêt à tuer tout le monde, là c'est ça qui est pas bon. Et ça vient vite, l'avidité. Donc, dernière question dans ce sujet, la dimension méditative dont tu parles, que peut-elle apporter pour soulager ces émotions négatives? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Eh bien, il y a deux aspects. Hein. Il y a voir à distance, donc se désidentifier des automatismes mentaux, et il y a se concentrer sur des éléments positifs. Hein. Donc, la psychologie de la méditation, ça a déjà été décrit de façon très claire et simple par le Bouddha. On augmente les facteurs positifs et on diminue les facteurs négatifs et on apprend à les voir venir de loin, même quand ils sont subtils. Et pour pouvoir faire ça, il faut déjà les voir de l'extérieur et donc on se dédouble en quelque sorte. C'est comme si en se dédoublant, on doublait notre force psychologique, notre force d'évolution. Okay. Deuxième question, tu cites la Berge, page 86, qui dit « Les événements pendant le rêve ont des effets similaires sur le corps à ceux survenant pendant l'éveil. C'est pourquoi nos rêves sont si réels. » Et qui continue, les états mystiques, eux aussi, toi tu continues là, les états mystiques, eux aussi, ont un effet sur le corps. C'est à partir de ce que dit Le Berge, toi tu conclus sur les états mystiques. Ma question, il y en a plusieurs là, parce que c'est un texte assez central. Si on est en colère en rêve, ou on a peur, on aura donc le même effet, sécrétion d'adrénaline, etc. Comment donc éviter ces effets négatifs du rêve? Oui, et donc c'est une question de relaxation. Donc, il faut bien comprendre, et ça a été bien montré, c'est quelque chose que je sentais depuis longtemps, mais j'étais content de le voir écrit noir sur blanc, puis avec des expérimentations de neurophysiologie à l'appui. Il y a un très bon livre, donc c'est de Walker, donc Matthew Walker, et il s'appelle Ce pourquoi nous rêvons. Je vous en ai déjà parlé, donc il vaut le coup de… Tu reprends le titre? Oui, Ce pourquoi nous rêvons Oui. de Benjamin Walker. Je vais vous le marquer sur le chat, c'est pas difficile. Alors, pour tout le monde. Donc, Matthew, c'est un livre récent, il est vraiment très bien. On apprend plein de choses. Et à des moments, il est très proche de la méditation, même s'il n'en parle pas explicitement. Mais on voit bien les liens entre la physiologie du sommeil et la méditation. Voilà, je vous ai envoyé les choses. Et donc, le rêve est une autothérapie, hein, parce qu'on a des paquets de souvenirs en fin de journée qui nous arrivent et il y a des éléments intéressants dans le souvenir. C'est une expérience qu'on a eue, donc il faut en tirer des leçons. Il y a, au point de vue cognitif, il y a des choses à comprendre dans nos expériences, mais par contre, le côté émotionnel est inutile. Hein, imaginez qu'on ressente toutes nos émotions d'enfant sans diminution maintenant, on serait complètement paralysé parce que les émotions d'enfant, c'est très fort. Et pourquoi on peut se souvenir d'une scène de notre enfance mais sans l'émotion? C'est parce qu'il y a eu des milliers, des dizaines de milliers de nuits qui sont passées et on peut dire que dans le rêve, les souvenirs émotionnels sont dégagés de leur émotion un peu comme on épluche un litchi. Hein, il y a une enveloppe fine d'émotions autour du contenu de l'expérience, on la retire et à ce moment-là, on garde que ce qu'il y a d'important, c'est-à-dire la chair du litchi, c'est-à-dire les leçons de l'expérience. Les leçons, on pourrait dire cognitives, et on se débarrasse de l'émotionnel qui n'a plus d'importance. Et donc, il y a quelque chose de très important à savoir, c'est que pendant l'état de sommeil paradoxal, qu'on appelle Rapid Eye Movement en anglais, on peut dire aussi le mouvement, en français aussi, on le dit
la période de sommeil avec mouvement rapide des yeux. Et donc, il y a une grande relaxation dans le corps. La noradrénaline, qui est la forme d'adrénaline, l'hormone du stress qu'il y a dans le cerveau. Donc là, c'est le neurotransmetteur, c'est la noradrénaline parce que ça reste dans le cerveau. Elle est à zéro. Et pourquoi elle est à zéro? Je pense parce que le mouvement des yeux nous relaxe complètement. Parce qu'on l'a déjà, ça, on l'a déjà dit souvent, et c'est en lien avec le MDR aussi. Quand on bouge les yeux, on sent qu'on perd l'équilibre. Et quand on perd l'équilibre, il faut relaxer complètement le corps pour retrouver l'équilibre. Mais comme là, on est allongé, on a la relaxation du corps est facile et il n'y a pas de tension qui viennent après. Et donc, ce mouvement rapide des yeux qui est caractéristique du rêve nous donne un balayage des tensions dans le corps. On les balaye comme de la poussière. Et ensuite, le corps est propre, il n'y a plus de tension. Et quand on revit un souvenir tensionnel dans un corps sans tension, c'est comme s'il y avait une capsule sous pression qui s'ouvrait à l'air, ça explose, la bulle explose, et après, il n'y a plus de bulle. Donc, il n'y a plus le stress qui est lié à un souvenir du rêve. Et donc, c'est un phénomène à la fois physiologique dans le rêve et dont on se sert en méditation et en psychothérapie pour se débarrasser des capsules problématiques ou traumatiques. Oui, à ce moment, ça contredit ce que disait Laberge. Parce que Laberge, il dit les événements pendant le rêve, c'est exactement, ils sont similaires sur le corps, similaires que les événements réels. Ben, là, si tu veux, c'est juste une phrase, mais je pense qu'il parlait surtout du cauchemar. Hein. Quand on a le cauchemar, à ce moment-là, le système est dépassé. Là, soit le stress qui remonte dans l'image onirique est trop fort, soit le corps n'est pas assez détendu à la base, on s'est couché très tendu, très anxieux. Et à ce moment-là, les cauchemars sont plus faciles. Et donc, le rêve ne suffit pas à nettoyer les émotions du traumatisme et on est dans ce qu'on appelle, quand on a beaucoup de cauchemars, dans un état post-traumatique. Hein, c'est-à-dire, on ne réussit pas à détendre les images, ça nous réveille de façon anxieuse et ça devient un cauchemar. Voilà. Hein, mais dans le mécanisme habituel du rêve, le rêve est suffisamment puissant pour nettoyer les émotions négatives. Bien sûr, donc il y a du stress qui remonte, mais c'est comme une bulle qui crève ou alors un abcès qui crève. Assez rapidement, ça se vide et puis ensuite, il n'y a plus d'abcès. Mais c'est-à-dire, peut-être ça rejoint un petit peu ce que dit l'Ayurveda. L'Ayurveda dit que le rêve, c'est une sorte de digestion des idées qu'on a eues. Comme on digère ce qu'on a mangé, il y a une digestion des idées et Tout des à fait, oui, c'est ça. Et donc, on garde la bonne partie du rêve, c'est-à-dire les cognitions, et ça, on le digère, ça passe dans le sang. Et puis, par contre, la partie grossière du rêve, c'est-à-dire les émotions perturbatrices, c'est comme les fibres, elles repartent de l'autre côté. Elles sont éliminées. Voilà, c'est tout à fait une bonne image, la digestion. Et en plus, on construit donc une sagesse avec le rêve parce qu'on intègre aux souvenirs anciens les souvenirs récents et ça fait quelque chose de solide, ça fait une expérience, une sagesse qui tient debout. Justement, je vais en parler là dans une deuxième question, dans le même sujet. D'abord, il y a un sage indien qui dit spiritual experience is a physiological experience. Une expérience spirituelle authentique peut-on donc la mesurer par des appareillages ECG, EEG, etc. Oui, donc effectivement. Quelqu'un, c'est-à-dire, dit qu'il a le samadhi, on peut mesurer ça? Ben, on mesure des choses, hein, on ne mesure pas tout, mais on mesure des choses quand même, comme on pourrait dire des corollaires physiologiques d'états spirituels. Alors, les spiritualistes, et Alan Wallace est un spiritualiste, mais il a aussi une maîtrise de physique à l'université de Stanford. Et donc, lui, il dit, on pourrait dire que la conscience est au-delà du corps, comme l'électricité est au-delà de l'ampoule, et le cerveau, lui, est comme l'ampoule. Donc, ce n'est pas parce que l'ampoule s'allume que l'ampoule est l'électricité. Voilà, donc ce n'est pas parce que le cerveau manifeste la conscience que le cerveau est la conscience. Donc, c'est qu'une comparaison, on dit comparaison n'est pas raison, mais en tous les cas, ça exprime bien le point de vue traditionnel et le point de vue spiritualiste de certains grands neurologues, comme par exemple Sir
Il a été nommé sœur par la reine d'Angleterre parce qu'il a eu le prix Nobel de neurologie, John Haeckel. Et donc, lui, il était d'avis que la conscience n'était pas physique et que le cerveau ne faisait que manifester de façon physique cette conscience qui était extra-physique. Mais alors, les autres neurologues, qui sont des matérialistes en général purs et durs, le critiquent. Mais au fait, lui, il disait que c'est qu'un postulat de dire que la conscience n'est que dans le cerveau. Et au fait, on peut maintenir que la conscience est au-delà du cerveau aussi. Alors évidemment, il y a l'argument ancien des matérialistes et il était là il y a 2500 ans, les neurologues habituels ne l'ont pas inventé. Si on vous donne un coup sur la tête, on perd connaissance et donc il semble qu'il y ait un lien quand même entre le cerveau et la conscience, mais ça n'invalide pas l'argument de Sir John Haeckel et des spiritualistes et des traditions en disant, ben oui, c'est simplement qu'on a fermé les volets, mais ce n'est pas parce qu'on ferme les volets que le soleil cesse d'exister. C'est évident comme contre-argument. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ferme les volets que le soleil disparaît. Hein. Simplement, il n'y a plus de soleil dans la pièce, c'est tout. Donc, quand on donne un coup sur la tête, c'est comme fermer les volets. Il n'y a plus de conscience dans le cerveau, mais après, ça reviendra. On réouvrira les volets. Et toujours dans le cadre du sujet des rêves, Jacques, tu parles de l'interprétation des rêves. À la page 93, tu dis traditionnellement, l'interprétation des rêves était confiée principalement à des gens qui avaient mûri sur la voie spirituelle et dans la pratique de l'intériorisation. Ils pouvaient ainsi donner un sens aux rêves en tenant compte de toutes les dimensions évolutives du sujet. Bah, là aussi, on peut poser plusieurs questions. La première, ça fait rappeler un peu l'histoire du prophète Joseph dans la Bible et l'interprétation des rêves de Pharaon. Donc, ma question, les rêves ont-ils toujours un sens symbolique à déchiffrer? Alors, je peux me référer à Ferdinand Vuillemier. Ferdinand Vuillemier est psychiatre suisse et il a enseigné la psychiatrie à l'Université de Lausanne. Et en même temps, il s'est passionné pour les rêves et il a fait quelque chose de très nouveau où on interprète les rêves en groupe, c'est-à-dire tout le monde est interprète du rêve d'un des membres du groupe que ce membre raconte. Et donc, j'ai fait la préface à son livre. Hein, je crois que c'est publié chez Dervy, Ferdinand Vuillemier, un livre sur les rêves, W-U-2-L-I-E-M-I-E-R. Tu as Et il préfacé ce habite près de livre? Lausanne. Tu as, Pardon? tu as toi-même préfacé ce livre? Oui, j'ai préfacé ce livre et c'est très intéressant. Et il dit quelque chose au fait d'évident. Il dit qu'on peut toujours trouver les différents niveaux d'interprétation du rêve. Hein, il y a le niveau instinctuel et sexuel, on pourrait dire le niveau freudien. Il y a le niveau jungien des archétypes. Il y a le niveau mystique avec le grand espace de conscience. Voilà, et toutes sortes de niveaux intermédiaires. Il y a aussi la digestion des souvenirs, il y a aussi le niveau de l'apprentissage, les rêves servent à l'apprentissage en revivant des scènes il y a le rêve aussi comme digestion, c'est-à-dire qui permet d'éliminer des choses inutiles. Tous ces niveaux sont là dans un seul rêve et quand on regarde de près, en général, on peut les retrouver. Évidemment, il y a des rêves qui sont notoirement sexuels, il y en a d'autres qui sont à l'évidence spirituels, mais on peut trouver, quand on regarde de près, ces différents niveaux représentés en même temps, mais simplement avec des proportions différentes. Et Jacques, l'interprétation des rêves, justement, chez Freud, elle est importante dans l'ensemble, dans la structure de sa théorie générale, surtout sur la sexualité et libido. Qu'est-ce que tu en penses de sa méthode ou bien son approche de cette interprétation? Elle est dépassée? Ben, il a écrit La clé des songes, La clé des songes le 1er janvier 1900, parce qu'il voyait hein, le début d'une nouvelle ère avec la psychanalyse naissante. Et donc, il a eu le grand intérêt de prendre au sérieux les rêves. Jung a étendu ça en prenant au sérieux les récits religieux, hein, parce que les matérialistes ou gens un peu bornés, ils disent de toute façon c'est des rêves et ils pensent qu'ils ont tout dit.
quand ils ont dit que c'était des rêves. Mais comme le disait Gaston Bachelard, qui était à la fois psychanalyste et enseignant à la Sorbonne, professeur à la Sorbonne, et aussi un grand interprète des symboles, il disait « Ceux qui n'ont pas la fonction du rêve sont aussi névrosés que ceux qui n'ont pas la fonction de la réalité. » Voilà, il y a des gens qui rêvent jamais. Tu peux reprendre ce qu'il disait, je n'ai pas bien saisi. Ceux qui n'ont pas la fonction du rêve sont aussi névrosés que ceux qui n'ont pas la fonction de la réalité. Ah bon? Oui, oui. Mais et justement là, on dit que rêve, il y a 3 états de conscience. Il y a l'éveil, il y a le rêve et le sommeil profond. Et si on prive quelqu'un de rêver pour 3 jours de suite, on le tue en quelque sorte. Alors, pas exactement, mais il a des problèmes et au bout de 8-10 jours, même des gens tout à fait normaux de privation de rêve, je ne parle pas du sommeil global, mais simplement du rêve. Donc, dès qu'ils commencent à rêver, on les réveille, on le sait avec le EEG. Et donc, ils se mettent à délirer, c'est-à-dire le besoin de rêver tellement fort qu'il vient dans la réalité. Et à ce moment-là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de rêver et ça devient du délire. Et donc, pourquoi on ne se rappelle pas la plupart des fois de nos rêves, Jacques? Eh bien, c'est une question d'intérêt. Les gens qui sont en littérature, qui ont des métiers créatifs ou en art, ils se souviennent bien de leurs rêves parce que ça les intéresse. Et les gens dans les domaines scientifiques ou qui ne s'intéressent pas du tout à la psychologie, les domaines techniques, en général, ils ne s'en souviennent pas parce que ça ne les intéresse pas. Alors après, il y a des méthodes pour se souvenir mieux des rêves. Par exemple, mettre son réveil au bout de 5h30. Et souvent, on se réveille d'ailleurs spontanément. Et là, on fait ces choses pendant une demi-heure, 1 heure. Et puis après, on n'a quand même pas beaucoup dormi. Donc, on se recouche. On peut même mettre des lunettes d'avion pour être bien dans le noir ou bien fermer les volets si le jour s'est levé. Et puis, on prend sa position d'endormissement. Et là, on se souvient entre, je crois, 10 ou 15 fois plus de ses rêves. Et les Chartreux le savaient. J'ai un ami qui a été novice à la Grande Chartreuse. Et les Chartreuses, ils dorment en 2 fois 4 heures. Ils dorment de 8 heures à minuit. Ensuite, ils font les matines de minuit à 2 heures et ensuite, ils se recouchent de 4 heures à 6 heures. Ils disaient même jusqu'à 8 heures. Ils disaient on avait le temps de dormir à la Grande Chartreuse, ce n'était pas un problème, mais il y avait le réveil au milieu de la nuit. Et là, ils disaient dans la seconde moitié de la nuit, on rêvait beaucoup et c'était très intéressant pour purifier son mental, parce qu'on connaît beaucoup de choses sur soi par le rêve. Et les Chartreux, qui étaient des vrais mystiques, qui sont toujours des vrais mystiques, eh bien, ils s'intéressent à leur inconscient et donc ils s'intéressent à leurs rêves. Ils voient qu'il y a une fonction de digestion et de purification dans ces rêves et donc ils ont fait ce système. Et puis en plus, avec l'âge, les Chartreux restent toute leur vie dans le monastère, donc il y en a beaucoup d'âgés. Et avec l'âge, on se réveille au milieu de la nuit pendant 2-3 heures, puis après on se recouche. Et donc on a un sommeil en 2 morceaux, voire en plusieurs morceaux. Et donc ça aide aussi à prendre ce rythme. Mais c'est un intérêt spirituel, ce rythme. C'est parce que dans la seconde moitié de la nuit, on rêve beaucoup plus. Donc, on est beaucoup plus proche de ses forces inconscientes. Et que peut-on dire de ces rêves qui sont, disons, à mi-chemin entre rêve et éveil? C'est-à-dire, par exemple, on est en train de rêver et quelqu'un qui entre dans la chambre, ben, on intègre la scène dans le rêve que voilà, comme si on rêve qu'il est entré. Alors que, oui. Ça, donc, effectivement, c'est proche du mécanisme de méditation. Hein, il y a des stimulus intérieurs ou extérieurs qui sont réinterprétés par l'imaginaire. Par exemple, moi, à un moment, j'étudiais mes rêves et, par exemple, il pleuvait dehors et je faisais des rêves que j'étais sous la douche. Voilà, hein, donc c'est des liens évidents comme ça, mais qui sont beaucoup plus fréquents qu'on ne pense. Et ce n'est pas simplement les stimulus extérieurs, mais c'est les stimulus intérieurs. Par exemple, une fois, j'ai vu des asperges qui étaient verticales et une feuille de chou qui passait comme une tôle ondulée entre les asperges verticales. Et je me suis aperçu en me réveillant à moitié, mais sans bouger du tout mon corps, que j'avais les mains comme ça. Vous voyez mon geste, c'est-à-dire il y a le plan vertical et puis il y a les doigts horizontaux qui passent entre les doigts verticaux. Et donc, ça avait donné cette image de rêve que visiblement, je n'avais jamais vue dans la réalité. Pourquoi mettre une feuille de chou comme une tôle ondulée puis mettre les aspergentes? Je n'ai jamais vu ça dans la réalité, ça je suis sûr.
Hein, mais par contre, c'est cette image du rêve, je devais penser, j'avais peut-être faim à la fin de la nuit, et donc je pensais à des bons légumes, et donc je pensais à des choux et des asperges, et comme j'avais mes doigts comme ça a structuré dans le cadre légumes et nourriture, ça a structuré cette image tout à fait étonnante d'asperges verticales et de feuilles de choux qui passent entre les asperges. Donc, la sensation immédiate du corps, en particulier des doigts et des mains, et la position des membres aussi, et les sensations du visage aussi, entraînent des images de rêve directement. Et ça continue d'instant en instant. Et à l'inverse, des images de rêve qui viennent de la mémoire influent les sensations du corps. Donc, c'est comme une figure comme ça. Hein, on est en bas dans les sensations corporelles, on monte en haut pour un temps dans les images, ensuite on redescend en bas dans les sensations corporelles et constamment ça fait ça, ce type de graphe. Jacques, encore une dernière, disons, dimension des rêves, les visions des prophètes, Isaïe, Jérémie dans la Bible, Mahomet même, jusqu'à quel point sont-elles des rêves? Alors, Swami Vijayananda, il distinguait donc rêvasserie, rêve et vision. Hein, dans la rêvasserie, on a beaucoup d'images qui viennent de façon assez libre, c'est des associations libres, sauf qu'il n'y a pas d'intensité. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose. Et même, ça empêche de se concentrer, alors que quand on se concentre, on développe rapidement l'intensité. Donc, c'est plutôt une gêne, la rêvasserie. Samuel, c'est connu, Samuel, quand il se oui, mais écoute la suite. Hein. Donc, le second niveau, c'est le rêve habituel où l'intensité émotionnelle en général est plus forte, mais il n'y a pas une grande intensité, il n'y a pas une grande concentration. Et puis ensuite, il y a la vision mystique avec un éveil de la Kundalini. Et là, on est concentré sur une image et on a des sensations extrêmement intenses qui viennent avec. Et il y a certains rêves qui sont mystiques, qui sont comme des visions, mais ça peut venir aussi dans cet état de détente complet qu'est la méditation. Et c'est le même phénomène, c'est-à-dire une image devient très puissante parce qu'on est concentré dessus et il y a beaucoup d'intensité avec, il y a un éveil de la Kundalini avec. Alors après, l'éveil de la Kundalini, c'est ambivalent. Ça peut aller vers des émotions positives, d'union mystique, ou des émotions négatives, de colère, de détruire ses ennemis, etc. Et dans les prophètes, des fois, ils avaient des visions qui étaient un peu pathologiques. Hein, ça dépend. Il faut pas. Donc, ils avaient des visions qui étaient pures, sattviques, et puis ils avaient des visions qui étaient tamasiques. Et donc, mais comme ils le faisaient avec force, ces visions tamasiques, ça a pu être destructif pour les gens autour d'eux et puis pour ceux qui suivent leur enseignement. Donc, il faut être clair là-dessus. Tu peux donner quelques exemples de ces visions tamasiques? Une vision tamasique, par exemple, le prophète voit qu'il faut tuer tous les ennemis de Dieu. Donc, ça devient un fanatique. Hein, voilà. Donc, essentiellement, c'est des rêves visionnaires, donc, si j'ai bien compris, ce qu'ont les prophètes. Oui, c'est ça, des rêves visionnaires, mais qui de temps en temps ont des messages qui sont bons pour l'humanité. Et de temps en temps, ça peut être des messages qui sont liés à l'ego du prophète ou à de son groupe. Et à ce moment-là, ça peut être destructeur pour l'humanité. Donc, à ton avis, tout vient de l'intérieur. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur par ces rêves et ces visions. Oui, c'est la perspective du Bouddha. Hein? Et Vijayananda, il le disait aussi, en fait. Il le disait, hein, toutes nos expériences viennent de notre intérieur, mais des fois, ça vient de tellement loin à l'intérieur qu'on ne comprend pas que ça vient de l'intérieur et donc on le projette sur l'extérieur. Alors, il y a des projections qui aident quand elles sont sattviques et des projections qui n'aident pas. C'est un malentendu, donc, que de prétendre qu'on est inspiré et qu'il y a une certaine descente de… Alors, donc, pour réconcilier tout le monde, on peut dire qu'il y a différents niveaux de réalité. Et effectivement, donc, quand un sage ou un prophète a une vision qu'il explique aux autres et que les autres la suivent, si c'est pour le bien du monde, pourquoi pas? Hein, c'est tout l'histoire des archétypes religieux. Hein, voilà, pour les sages, hein, tout est dans notre esprit, mais au niveau populaire, bien sûr, les gens verront ça comme des réalités extérieures. Que je passe à un autre sujet. Là, tu parles à la page 94, Jung, dès le début, acceptait une supériorité de l'Orient en matière de psychologie spirituelle. Il dit, ce que nous avons à montrer dans le domaine des
intuitions spirituelles et des techniques psychologiques doit sembler, quand nous le comparons au yoga, aussi arriéré que le sont l'astrologie et la médecine orientale quand on les compare à la science occidentale. C'est une citation de Gustav Jung, ouais, Carl Gustav. Oui, Oui, oui. À la page 94. Oui, oui, c'est une belle citation. Hein, effectivement, donc il avait compris l'importance de l'Inde, oui, oui, et de la non-dualité. Du contenu, il disait également, il faudrait un millénaire pour que l'analyse puisse éveiller la Kundalini. Un millénaire pour que l'analyse puisse éveiller la Kundalini. Oui, je ne me souvenais plus de ces citations, mais elles sont fortes, oui, oui, tout à fait. Donc là, pourquoi cette supériorité, suprématie du yoga et méthode extrême orientale comparativement aux méthodes et aux traditions occidentales et chrétiennes? Bon, enfin, bon, il ne faut pas tout mettre en avant. Là, enfin, tout mettre en même temps. Il parlait surtout, je pense, Jung, de la psychanalyse. Et donc, la psychanalyse comme méthode a deux points faibles. C'est qu'elle est purement psychique et qu'elle manque la concentration. Hein, donc, dans la méditation, par exemple, dans celle du Bouddha, mais les autres ont suivi après avec des noms un peu différents. Il y a la concentration sur quelque chose de positif et puis il y a l'observation du mental tel qu'il est. Et en psychanalyse, donc, on travaille uniquement sur l'observation du mental tel qu'il est. Là, on trouve des choses intéressantes, mais il manque la force de la concentration. Et la seconde force qui manque en psychanalyse, c'est le lien au corps. Le yoga, c'est une technique psychocorporelle. En méditation bouddhiste, on est très proche du corps aussi, même s'il n'y a pas de mouvement dans le vipassana, on revient tout le temps au corps. Et ce lien corps-esprit est fondamental. Et dans le brain spotting, on en parle aussi beaucoup. Et hier, donc, il y avait deux animateurs dans le stage. Il y avait une amie, enfin une amie d'amis que je connais mieux maintenant, Françoise. Et puis, il y en avait un autre qui est Bernard Mayer, qui travaille depuis 40 ans sur le lien corps-esprit. Il a commencé comme kinésithérapeute et ostéopathe, puis ensuite il s'est passionné pour le psychisme et il fait une approche donc bottom-up, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de la base du corps jusqu'à l'esprit. Et donc, il y a son bouquin que je suis en train de lire, il me l'a dédicacé, je vais vous le sortir, hein, il n'est pas loin. Le voilà, hein. La psychothérapie verbale